C'est toujours un honneur et un plaisir que de pouvoir modérer ces genres d'échanges, de rencontres entre Africains. Hier, nous avons pu vraiment, n'est-ce pas, nous référer à l'existant, parler du passé, du présent. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment justement faire de sorte que l'on puisse avancer ensemble. Et nous commençons, je vais dans un premier temps donc demander aux panélistes de se présenter. Et comme d'habitude, ladies first, Madame Souad, la parole est à vous. Merci, Excellence Araita, d'avoir accepté de modérer notre panel. Éminente personnalité de la République. Donc, moi, c'est Madame Souad Houssen. Je suis conseillère juridique du président de la République depuis près de 21 ans. Et c'est un honneur d'être là parmi vous pour partager mon expérience que je pensais jeune, mais qui se fait vieille maintenant. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Abazid, avocat à la Cour de Djibouti, anciennement aussi enseignant à l'Université de Djibouti. Je vous remercie, Excellence Araita. Je remercie le secrétariat général du gouvernement de nous avoir donné cette opportunité de s'exprimer par rapport à ces thématiques. Et je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Henri Fortin. Je suis spécialiste en chef de secteur public à la Banque mondiale, où je travaille depuis plusieurs années. Bien que n'étant pas africain, je travaille beaucoup en Afrique. L'Afrique est dans mon cœur. Je suis actuellement en Égypte. J'aurai l'occasion peut-être dans mes interventions de partager un petit peu mon expérience sur le continent, mais en dehors, sur les questions que nous allons aborder. En tout cas, c'est un plaisir et je félicite les autorités et les organisateurs pour l'organisation de cet événement. Merci. Ok, merci bien. Ignace Bationo, chef de département du journal officiel et des publications du Burkina Faso. Je suis conservateur d'archives de formation. Donc, je dis merci aux autorités djiboutiennes pour cette opportunité de nous réunir. Et nous, en tant que pays sahélien, c'est un plaisir de faire partager notre expérience, mon collègue et moi, qui va se présenter également. Alors, bonjour. Moi, je viens de Burkina Faso. Je suis Wali Kilgua Patrice. Je suis le chef du département de la législation et de la réglementation au secrétaire général du gouvernement du Conseil des ministres. Donc, je profite de l'occasion de dire merci et félicitations à monsieur le secrétaire général du gouvernement et tous les organisateurs pour cette initiative qui nous a permis, en tout cas, un partage d'expériences de bonnes pratiques en matière d'archives et de législation. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes réunis pour aujourd'hui, non seulement pour faire un état de lieu, mais aussi pour inspirer l'action et identifier des pratiques de reproduction au service de la modernisation juridique, de la transparence juridique. Donc, nous allons commencer par le dernier intervenant qui va nous faire une présentation. La parole est à vous. Avant que mon collègue ne prenne la parole, voilà. Il faut dire que nous avons voulu présenter un peu le processus d'élaboration et de finalisation des textes à notre niveau. Parce que selon nous, pour que les textes soient diffusés, pour que les textes soient publiés au journal officiel, il faut d'abord travailler à maîtriser le processus d'élaboration et de finalisation. Donc nous avons voulu partager notre expérience en matière d'élaboration et de finalisation. Voilà pourquoi.
D'accord, merci beaucoup. Comme je le disais, je viens de Burkina Faso. On a aussi notre manière de rédiger nos textes, que je tiens à partager avec vous. Il faut dire que le gouvernement burkinabé, à travers le plan d'action de stabilisation et de développement, adopté en janvier 2023, a envisagé d'améliorer la qualité de l'administration à travers l'amélioration de ces textes et la réforme du journal officiel. Donc je vais m'appesantir sur l'amélioration de la qualité des textes et M. Ignace Fassino va se pencher sur la réforme du journal officiel. Concernant l'amélioration de la qualité rédactionnelle des textes législatifs et réglementaires, le Burkina Faso a, en 2023, élaboré un guide légistique. Donc, à l'image d'autres pays comme hier, il y a l'Algérie qui en parlait, la France qui a en tout cas révisé le sien en 2017, donc, pour améliorer la qualité juridique et rédactionnelle des textes. Dans ce sens, pour l'élaboration du guide, il a réuni tous les acteurs des départements ministériels et tous les acteurs intervenant dans d'autres institutions, notamment la société civile, les ONG et les membres du comité technique d'évaluation et de vérification des textes de loi. Donc au Burkina Faso, on a un comité qu'on appelle Coteval, qui est chargé d'évaluer et de vérifier tous les avant-projets de loi. Donc qui est formé d'un petit groupe, notamment le ministère de la fonction publique, le ministère de l'économie et des finances pour les questions de finances, le ministère chargé des Affaires étrangères pour les questions de diplomatie. C'est ça. Et après l'élaboration du guide qui a été adopté en 2023, donc on a procédé à la formation des membres des départements ministériels dans l'objectif d'améliorer la qualité des textes. Un texte bien rédigé et accepté par le peuple. Il y a un auteur qui dit que les textes de loi sont faits pour les hommes et non les lois pour les hommes. Donc, si le texte est bien élaboré, il est accepté facilement, on l'applique facilement. C'est dans ce sens. Dans ce sens, on a formé, chaque année, on forme environ 400 membres des départements ministériels, des cadres des ministères et institutions, sur les techniques d'élaboration des actes normatifs, notamment le processus, les différentes rencontres, les techniques d'élaboration des actes normatifs, les techniques pratiques d'élaboration des actes normatifs. Donc depuis 2023, chaque année, on forme environ 400 cadres de ministères et institutions en technique d'élaboration des actes normatifs. Maintenant, concernant le processus varie selon qu'il s'agit d'un texte de loi ou bien d'un décret. Il s'agit d'un décret. L'initiative provient du ministère porteur qui a acquis l'autorisation ou bien une base légale pour prendre le texte. Soit c'est un texte d'application, soit c'est un texte qui résulte du décret portant attribution des membres du gouvernement, donc c'est le fondement pour prendre le texte. Après le ministère porteur, il va associer d'autres ministères qui interviennent dans l'exécution, dans la mise en œuvre du texte. Bien sûr, avec d'autres départements ministériels, interministériels, extraministériels, ou bien les acteurs de la société civile, ou bien les syndicats. Après l'élaboration, donc le texte, on initie aussi un rapport qui accompagne le texte. Un rapport, plus les différents comptes rendus, les listes de présents, tous ceux qui ont participé aux différents ateliers, aux différentes rencontres, pour prouver que le processus a été participatif et qu'il a été inclusif. Après ça, on envoie ça au secrétaire général du gouvernement à notre niveau. Qu'on met dans l'ordre du jour de l'examen du Conseil des ministres. Si le texte est adopté, donc sur la base du compte rendu, s'il s'agit d'un texte individuel, on initie le projet de texte et on envoie, on l'étudie sur le plan administratif et juridique. Après, on envoie ça au contrôle financier pour les incidences financières. Est-ce que le texte, il va vérifier, est-ce que le texte a une base légale? Quelles sont les incidences financières que le texte engendre? Ensuite, maintenant, on soumet le texte aux autorités compétentes pour la signature.
Donc j'étais ici. L'initiative vient des départements ministériels, la rédaction pour la rédaction des projets de textes, ensuite les consultations ministérielles, interministérielles, extra-ministérielles, ensuite l'examen et la validation des textes. Après, si le texte est rédigé, on organise des ateliers d'examen et de validation des textes, qui sont des ateliers un peu participatifs et inclusifs. Après, maintenant, je disais que le texte, on rédige un projet, un rapport qui accompagne le texte en Conseil des ministres, pour l'examen en Conseil des ministres, y compris les pièces justificatives. Ensuite, maintenant, le texte est transmis en Conseil des ministres, d'abord inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres, qui peut être adopté, ou bien rejeté, ou bien, ajourné. Donc, ce qui nous intéresse à notre département, c'est les textes adoptés qu'on finalise. On va maintenant voir le processus de finalisation. Donc, concernant le processus de finalisation, lorsque le texte est adopté, donc, on le finalise sur la base du compte rendu du Conseil des ministres. Donc, sur la base du compte rendu qui est signé par le ministre chargé de la communication, on vérifie les textes adoptés. Donc, sur cette base, on initie les projets de textes, on les analyse sur le plan juridique administratif, on procède aux différentes corrections, aux différentes mises en forme, et on les amène au niveau du contrôle financier pour vérification, et on les soumet aux autorités compétentes pour signature, et ensuite on le finalise. La finalisation consiste à attribuer un numéro au texte pour son identification qui est unique au Burkina Faso. Par exemple, si c'est un texte de 2025, on dit le 2025, le texte numéro 100, c'est le numéro 100, et ainsi de suite. Après ça, on procède à la publication du texte au journal officiel. Et ensuite, on le soumet aux différents ministères et institutions concernées. Si c'est un acte individuel, on le notifie aux personnes concernées. Et ensuite, le texte est classé aux archives. On a un département qui est chargé, un département des archives et de la documentation. Voici essentiellement ce que j'avais à partager avec vous. Donc, on a un guide légistique aussi qui est disponible et je pourrais vous partager avec ça, avec l'autorisation de monsieur le secrétaire général du gouvernement du Conseil des ministres. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier et appeler à notre ami de Mauritanie qui va prendre votre place. On va avoir plusieurs pays à la tribune, donc il y a déjà notre collègue, votre compatriote de Burkina qui est là, qui va continuer, qui répondra aux questions, et vous pouvez même répondre aux questions là où vous êtes aussi. Donc je demanderai à notre ami de la Mauritanie de se présenter brièvement. Vous avez le micro, je crois. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أنا باسمي المدير العام للمطبعة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. اسمي ناجي مبارك. بادئ ذي بدء اسمحوا لي أن مداخلتي ستكون باللغة العربية
لا بالفرنسية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الحضور الكريم، بادئ ذي بدء أتقدم باسم الخاص وباسم الوفد المرافق لي بأحر التحيات والاحترام والتقدير لصاحب الفخامة إسماعيل عمر جلة رئيس جمهورية جيبوتي، وأعضاء حكومتي والأمين العام للحكومة معالي المس محمد عبد الله على الدعوة الكريمة لحضور الدورة الأولى للمنتدى الجرائد الرسمية لإفريقيا في جمهورية جيبوتي ما بين 15 و 16 أكتوبر 2025، وعلى كرم الضيافة الأصيلة التي أحطتمونا بها، والتحية موصولة للشعب الجيبوتي. مبدئيا الجريدة المؤسسة التي أنا أمثلها للمطبعة الوطنية مكلفة فقط بسحب الجريدة الرسمية، بينما الرقمنة والأرشفة للجريدة الرسمية هي من اختصاص الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة. وستكون مداخلتي مقتضبة بهذا الشكل لأني لست من مختصا بالرقمنة. وأحيط هنا بأن بدأت رقمة الجريدة الرسمية في موريتانيا بشكل جدي مع إنشاء الوكالة الرقمية للدولة سنة 2023 بموجب المرسوم 074، لكن جهود التحول الرقمي قد بدأت بشكل أوسع مع إنشاء وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بيد أن خلل نشر القوانين في موريتانيا لا يزال يعاني من بعض النواقص نظرا لتراكم العديد من القوانين التي صوت عليها البرلمان والأوامر الصادرة عن الكيانات العسكرية المتقلبة أو عن سلطة التنفيذ بناء على القوانين والتأهيل. وامتد التشريع الفرعي الذي يشمل المراسم والقرارات والمقررات والقرارات والتعليمات بأسرع في وتيرة تدفق قواعد القانون بعناية أشرف، ونظرا لاختناق نظام تشريع وتعميق قانون بات الكثير من النصوص والنظم مجهولا وغير مفعل. وبالرجوع لمحتويات الجريدة الرسمية في الصدور قبل الاستقلال، حيث صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية الموريتانية 1959، وفي ظل الاستقلال الداخلي آنذاك واستقرار محتوياتها يتبين أنه رغم محدودية الوسائل فإن مسطرة النشر كانت أكثر انتظاما في ظل السلطات المدنية التي حكمت البلاد 1900 إلى 1978. ووضع صدور دستور 1991 بدأت مرحلة مخضرمة لم يتم الرجوع للجادة المدينة. كل هذه الظواهر هي التي أدت لتأخر وضبط قوانين وأرشفة الجريدة الرسمية بشكل دقيق. ومع مرور الزمن تتراكم التشريعات في غياب مناهج ناجعة للنشر والتعميم يطوي النسيان الكثير منها ويطمر في مجلدات الجريدة الرسمية التي صدر منها حتى الآن ما يزيد على 2000 عدد. ونتيجة لذلك يجد المهتمون صعوبات في الولوج إلى محتوياتها، بيد أن الرئيس الحالي محمد الشيخ القزواني أعطى تعليمات إلى الإسراع في رقمنة جميع القوانين والقرارات الإدارية، كما أسلمت وكلفت وزارة التحول الرقمي بهذا الصدد. وقد أصبحت اليوم الجريدة الرسمية منذ 2023 في تقدم وازدهار في مجال الرقمنة، وهي جهود أملنا أن تنتهي في أقرب الوقت، حيث فرض على جميع الإدارات والمؤسسات الدخول في نظام الرقمنة التي خصص مجال كبير في تكوين العديد من الأشخاص في هذا المجال. وهناك العديد من المؤسسات التي أصبحت اليوم
جميع المعلومات لديها مرقمنة بشكل جيد، بما في ذلك الوزارات والعديد من الإدارات. وقد وفرت وزارة الرقمنة الأجهزة الإلكترونية للمؤسسات، وهي عاكفة على تعميم الرقمنة بشكل عام. صحيح أننا في تأخر بالمقارنة مع بعض الدول التي تقدمت، وخاصة جيبوتي التي استفدنا من تجربتها، ولكن أملنا أن نسير في نفس النهج خلال السنوات القادمة. والسلام عليكم. شكرا جدا. نحن هنا بجيبوتي نتكلم عربي فصحى، ما عربي حقك أحسن مننا. C'est the best. Oui, c'est-à-dire qu'à Djibouti, c'est vrai que nous sommes multilingues, on essaye de parler un peu, mais l'arabe est la langue officielle à Djibouti, ça il faut retenir. Hein? Et merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ce qui est fait en Mauritanie par rapport au sujet qui nous intéresse. Donc je pense qu'on va passer par la suite aux questions-réponses aussi bien qu'à Burkina Faso qu'à Mauritanie et d'autres. Je passerai la parole donc à Madame la conseillère du président de la République, Madame Souad. Merci. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur vos expériences dans vos pays respectifs, pour la Mauritanie et pour le Burkina. Je veux renouveler donc mes remerciements au secrétaire général qui nous a donné cette opportunité de partager l'expérience djiboutienne avec nos pairs des pays africains, avec qui nous avons une histoire commune. Nous sommes un des pays les plus jeunes à avoir accédé à l'indépendance après, évidemment, la première vague dans les années 60, comme Burkina et d'autres pays qui sont ici présents dans cette salle. Effectivement, nous sommes jeunes et de notre jeunesse que... Plus de batterie, je crois. C'est bon, d'accord. Donc, je disais, j'ai aussi écouté très attentivement hier l'expérience du Maroc, l'expérience aussi de l'Algérie. Et j'ai vu qu'effectivement, ce sont des pays qui sont en avance par rapport au fait qu'ils aient eu accès à leur indépendance plus tôt que nous. Donc, quand je suis arrivée en 2004 à la présidence de la République, il y avait des défis qui étaient les nôtres. C'était surtout celui de... Les défis qui étaient les nôtres, c'était surtout celui d'accompagner donc notre jeune constitution qui venait de naître à peine 12 ans. Et nous avions donc des institutions très très jeunes qui avaient ces défis, ceux de réécrire donc tous les textes de la période coloniale. Et donc je me rappelle du premier jour quand je suis arrivée à la présidence où on m'a invitée donc dans un bureau aux archives, comme il n'y avait pas encore de bureau qui m'avait été affecté. Et je tombais nez à nez avec les vestiges de notre pays. Et personne ne comprenait pourquoi je ne comprenais pas, pourquoi je ne demandais pas un autre bureau. Et je restais là, je fouillais. Et moi, je savais pourquoi j'étais là. Et j'avais des textes de 1800, des textes de 1900. Et effectivement, c'était des textes qui me parlaient. J'ai eu des expériences dans des bibliothèques à Paris où on me disait vous allez attendre 2 mois pour avoir accès à tel ouvrage. Et puis quand j'avais accès à cet ouvrage, on m'enfermait dans une chambre toute seule avec un personnel, avec des gants, alors que moi j'étais là, nez à nez, avec toute l'histoire de Djibouti. Et donc, de l'autre côté, dans quelques bureaux plus loin, on avait toute l'équipe du secrétariat général du gouvernement qui, elle, déjà était affairée à numériser tout ça. Et donc, on devait retrouver des textes qui étaient de 1800, ils nous les sortaient, ils mettaient sur des microfiches. Et donc, cette espèce d'appareil que vous connaissez, qui date de l'époque
un peu, on va dire, maintenant, c'est plus d'actualité, on ne revoit plus ces appareils. Et donc, le défi était double. Celui de réécrire donc, tous ces textes-là, en tant que conseillère juridique, pour ceux qui étaient de mon domaine surtout, donc les codes, donc les BABA, on avait les codes de l'époque coloniale, donc il fallait proposer au président de la République de pas complètement oublier ces archives, parce que ces archives étaient notre histoire, mais de réécrire nos propres textes. Donc pendant un moment, nous avons travaillé, donc je dirais pratiquement que je suis peut-être cette génération qui a travaillé sur des versions papier, sur la version papier, et nous étions sollicités par les départements ministériels qui étaient là, qui voulaient des textes, mais les textes n'étaient pas encore numérisés, donc il y avait le personnel du secrétariat général qui était présent, qui répondait à leur appel pour photocopier, donc ces textes qui étaient vieux, parfois de cinquantaine d'années parfois. Moi, j'ai eu à interpréter des textes de 1800 en étant au Conseil du contentieux administratif, qui est l'actuel tribunal administratif. Donc j'ai travaillé sur un texte de 1836. On parle de missive, et donc la missive arrive 2 mois après. Donc on ne savait même pas comment les interpréter, ces textes-là. Donc les défis étaient doubles. Ceux de numériser et ceux surtout d'actualiser. Donc pour ma petite expérience, j'ai eu cette chance de pouvoir être celle qui a été aux côtés donc, des institutions pour présenter les textes quand ils étaient obsolètes, leur dire donc au futur Conseil des ministres, ben, vous devez nous présenter des textes pour réformer tel texte, pour refondre tel code, pour proposer telle stratégie. Donc on va dire que le travail du secrétariat général du gouvernement, Madame du Maroc l'avait dit, c'est un travail qui est, on va dire, dans l'ombre. Et d'ailleurs, c'est la première fois que moi je m'exprime en public, et c'est grâce, je le dis parce que bon, je fais des discours écrits, je ne partage pas mon expérience, mais je fais des discours écrits, organisés, mais là c'est l'expérience qui vous parle, donc j'ai pas envie d'écrire, je vous parle avec mon cœur, et donc et on a du chemin à parcourir, mais le chemin que vous avez parcouru, vous, avec vos aînés, nous on est en train de le parcourir nous-mêmes. Donc on est en train de faire ce chemin. Et nous allons prendre effectivement vos expériences et elles vont nous enrichir, c'est sûr. Et aujourd'hui, je peux être fière de ce qui a été fait par le secrétariat général du gouvernement, celui de revenir sur un modèle. On a alimenté le premier site. Quand on a alimenté le premier site, les ministères nous appelaient pour nous dire « Oui, les recherches se font par thème. » Et il y a tous les textes de la thématique qui nous sortent. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous laisser, nous, notre département, qu'avec nos textes? Donc on venait, on enrichissait avec leurs commentaires, on essayait d'aller voir les équipes techniciennes qui travaillaient au secrétariat général du gouvernement pour répondre toujours aux besoins de ces institutions-là. Donc voilà. Moi, je pense surtout que ce site-là, demain, répondra aux besoins qui est le nôtre en tant que juriste, parce que je ne pense plus revenir en arrière et travailler avec du papier, mais celui surtout avec un site qui travaillerait avec l'intelligence artificielle, qui pourrait aider donc les juristes à vite retrouver, en faisant on va dire un recoupage de tous les textes qui pourraient empiéter les domaines des autres et revenir sur une forme qui permette aux institutions de travailler de manière harmonieuse. Et donc voilà pour ma petite expérience. Elle va vraiment beaucoup apprendre de vous et je vous remercie pour votre présence à Djibouti. Voilà, merci beaucoup, Madame. Vous avez dit que c'est la première fois, effectivement, mais nous savons, nous autres, que l'action, elle se fait discrètement, elle se fait ailleurs. Et
Comme disait Goethe, l'action, c'est la seule manière de se connaître soi-même et en même temps de servir aussi. Et c'est ce que vous faites. Et merci au secrétaire général une fois encore de donner cette visibilité, non seulement à notre histoire, mais à ce qui est en train de se faire, au combat qu'on est en train de mener, chacun à son niveau. Du coup, donc, je passerai à Mohamed Abiazid, qui lui est issu du secteur privé et qui va nous parler aussi. Donc après le volet public, on aura aussi donc, le mot du secteur privé et il s'est déjà présenté. Donc, Monsieur Mohamed, la parole est à vous. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, je tiens à remercier le secrétariat général de nous avoir donné cette opportunité, franchement, parce que chacun de nous partage une expérience inédite. Et moi, je parlerai plus des producteurs de droit et des consommateurs de droit, ou bien des professionnels de droit, qui est au juste milieu. Parce que le peuple sont les consommateurs de droit, ils appliquent. Et les producteurs de droit, c'est le gouvernement, ils sont obligés de diffuser l'information pour qu'ils puissent respecter, pour que la population puisse respecter cette information. Mais nous, on se situe en tant que professionnels de droit au milieu, parce que nous, on est obligés de l'interpréter, de l'expliquer, et surtout de faire comprendre l'avancée ou bien la défaillance ou bien les défis à relever. Et moi, pour ma modeste expérience, je suis passé par professeur de droit à l'avocature. Donc, quand j'étais professeur de droit, et ça, j'arrive, je dois enseigner le droit, mais quel droit? Droit français, droit djiboutien, parce qu'il n'y avait pas les syllabus, certains me comprendront, les universitaires, les syllabus de programme. Donc, à ce moment-là, j'étais professeur de droit privé, je devrais enseigner le droit civil, et le droit civil par rapport à quel code? Parce que chez nous, s'appliquait à l'époque, en 2010, les codes de l'époque coloniale, de l'époque de 1804, mais ce qui est vraiment particulier chez nous, c'est pas tout le code civil qui s'appliquait, mais certaines dispositions qui ont été votées par l'Assemblée délibérative du territoire française de l'époque coloniale. C'est-à-dire, toutes les dispositions du code civil qui étaient votées en France ne pouvaient pas s'appliquer de par nos caractères religieux ou bien valeurs coutumières, et on transposait uniquement des dispositions qu'on disait qui ne pouvaient pas objecter l'ordre moral ou public du territoire. Donc, à ce moment-là, je me suis intéressé au journal officiel qui faisait uniquement à l'époque le travail de diffusion. C'est-à-dire, il y a la plupart des textes qui étaient escanés ou bien transposés. Et ce qui a été dit hier, nous on a fait plus que les autres pays africains. Nous, ce que disait l'expert de l'ANSSI, ils ont fait non pas un travail de PDF, mais ils ont transposé les textes. Et ce qui facilitait pour nous les chercheurs de puiser ces textes-là et de faire ce qu'on appelle la comparaison facilement, parce qu'en version PDF, c'était très difficile. Donc, si je récapitule, en tant que professeur de droit, il fallait faire un syllabus qui permet de faire du droit comparé, parce qu'à l'université, tout le monde à Djibouti doit faire du droit comparé, parce qu'on doit expliquer les droits applicables à Djibouti et les droits appliqués qui peut être appliqué par rapport à la transposition. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est l'évolution qui a été faite, c'est la réforme qui a été faite. Aujourd'hui, Djibouti dispose depuis 2018 de son propre code civil. Le plus difficile, c'était encore le code de procédure civile, qui aussi datait de l'époque coloniale, mais il fallait, dans ce code civil, ce n'est pas le code civil français uniquement qui s'appliquait, mais on devrait chercher les délibérations de l'Assemblée territoriale, et ces textes-là ne pouvaient se trouver uniquement au secrétariat général ou bien auprès des anciens avocats, donc fait Maître Montagnier, qui appliquaient avant l'indépendance. Et pour tout le tribunal, on avait donc, là quand je me suis versé dans le métier
d'avocats, il fallait comprendre la procédure. Et il n'y avait qu'une seule version et il n'y avait que 2 personnes qui avaient ces codes. Je vous parle de 2010, il n'y a pas longtemps. Donc en 2010, on a pris l'initiative d'escanner le code qui faisait 1444 pages, c'est énorme. On a escanné et aujourd'hui, par la suite, en 2018, ça facilitait pour le gouvernement qui faisait les réformes d'avoir une version PDF qui permettait facilement d'appliquer ces textes-là. Maintenant, moi personnellement, je félicite le secrétariat général qui a fait un travail en amont pour les chercheurs. Parce que dépoussiérer, escanner, mettre en ligne, ça permet pour nous qui, non pas consommateurs de droit, mais utilisateurs de droit, professionnels de droit, de trouver facilement, donc on parle là de l'accès au droit, et cet accès-là, il y a une limite. Et c'est pour cela que je voulais partager cette expérience avec vous, et ça peut être aussi le panel d'après qui va parler de ça. On a la base de données, on a le data, on a les data qu'il faut aujourd'hui, mais les défis de demain, c'est quoi? Comment protéger ces data? Parce que quand on parle de journal officiel, chez nous, on parle uniquement de journal officiel. Il n'y a pas encore la transposition des jurisprudences, des arrêts, des décisions. On parle uniquement de lois, de règlements, mais surtout, le plus important, c'est des actes individuels qui ne peuvent être appliqués. Et c'est ce que disait, je me rappelle très bien sur le banc de l'université, on nous disait, les lois n'obligent que ceux qui les connaissent. C'est Portalis qui l'a dit, un des auteurs du Code civil. Mais le principe qu'on nous enseigne, qui est inscrit nulle part en écrit, mais c'est un adage, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que vous ne savez pas la loi que vous pouvez vous défendre devant le tribunal ou devant l'administration pour dire je ne connaissais pas cette loi. C'est une fiction qu'on a inventée, mais aujourd'hui, ces principes ne tiennent plus la route parce que l'accès est devenu facile avec la technologie. Mais cette technologie ne peut être efficace que si elle est nourrie par des données qui ont été au préalable faites par le producteur de droit, c'est-à-dire le gouvernement. Maintenant, le problème, ces data, donc ce qu'on appelle le big data, qui est lié à la souveraineté aussi nationale, parce qu'il faut protéger ces data, il faut protéger les informations individuelles qui concernent la nomination ou bien les actes administratifs, et en même temps, comment s'accommoder avec la protection et en même temps les data qui a été produit. Et je crois que ce problème a été réglé à Djibouti le 1er 2025 avec l'adoption du code numérique. Et l'adoption du code numérique met en place, c'est-à-dire l'évolution que le secrétariat général a initiée au préalable, devrait avoir un cadre général juridique, institutionnel et légal, et là aujourd'hui avec les codes numériques, qui permet de protéger. Et c'est pour cela que j'ai dit la nouvelle génération qui sont consommateurs de droit ou bien qui seront les professionnels de droit ont les outils nécessaires par rapport à nous qui avaient des difficultés à trouver ces données, à interpréter ces données. Et en même temps, il y a des cadres institutionnels qui permettent de fixer, de dire qu'il y a des données qui ont été mises en place, mais qui ne pourra pas être diffusées. Donc là, on parle non pas de l'accès à droit, de l'accès au droit, mais on parle de la diffusion. Il ne peut pas être diffusée si elle contient des informations qui doivent être protégées. Et si il y a des informations nominatives, personnelles, à ce moment-là, normalement, ces personnes à qui les informations dont sont collectées et concernées doivent avoir aussi accès. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres questions par la suite, mais je crois que le temps il est un peu compté. Par rapport à mon expérience, on avait du mal à trouver accès au droit. Grâce à un travail de collaboration, il y a eu cet accès au droit. Et en même temps, enseigner les étudiants par rapport au droit français qui ne s'applique pas, qui n'est pas de réalité à Djibouti. On avait du mal, par exemple, le mariage, c'était l'enfant, la question que j'ai eue dans l'expérience, c'était la question de l'enfant naturel, quand le code de la famille a été adopté. Et en même temps, il y avait le code civil français qui s'appliquait. Donc, on était perdu jusqu'à 2018, jusqu'à ce que la question soit réglée par notre propre code
le code civil djiboutien qui a été adopté. Donc, ce sont des questions, la diffusion de droit n'est pas une question des collectes et des données uniquement, mais aussi c'est par rapport à la pratique aux Djiboutiens qui vivaient au jour le jour l'expérience, parce que le cas de l'enfant naturel, c'était un des cas qui était très très important, à la fois pour le producteur de droit et à la fois aussi pour les gens qui appliquaient le droit, le juge qui appliquait le droit, parce que le code civil interdisait l'enfant naturel, le code de la famille interdisait la succession pour l'enfant naturel et la reconnaissance, et en même temps le juge civil devrait se rabattre sur le code civil français, et aujourd'hui la question est réglée. Donc c'est pour vous dire que la diffusion de droit, c'est une obligation pour le gouvernement, et l'accès au droit, c'est un droit pour le citoyen. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc nous avons entendu et je pense que les questions vont suivre. Ce sont des éclairages vraiment nécessaires qui avaient lieu de que le droit à la politique globalement. Nous allons passer à M. Henri Fortin, qui est spécialiste en secteur public de la Banque mondiale et qui pourrait aussi nous parler de la bonne pratique, bien sûr, et de la bonne approche de la Banque mondiale pour accompagner en quelque sorte en matière de diffusion de l'information aux citoyens. Merci beaucoup. La parole est à vous, monsieur. Merci beaucoup. Rebonjour. Merci donc aux organisateurs pour l'invitation. Alors, je suis spécialiste du secteur public, mais je ne suis pas spécialiste, je dirais, des questions liées aux journaux officiels. Je ne suis pas un juriste. Nous avons d'éminents juristes autour de nous, mais quand même, cette question est centrale pour nous, néanmoins. Je voudrais peut-être commencer par... je suis désolé pour nos collègues mauriciens, mais la traduction, je n'ai pas pu entendre. Mais je voudrais juste réagir à la présentation du collègue du Burkina Faso pour féliciter le Burkina Faso pour s'être intéressé à cette question de ce que j'appellerais la qualité des textes juridiques qui pose souvent problème. Et il y a un mot qui a été mentionné, qui est un petit peu lié à notre discussion d'aujourd'hui, c'est les consultations externes. Je pense que c'est important que les parties prenantes soient associées. Vous savez que nous, dans nos opérations, on essaie de s'efforcer vraiment d'écouter les parties prenantes, de les consulter. Bien sûr, nos interlocuteurs, c'est le gouvernement, mais c'est quand même lui-même aussi, le gouvernement engage un dialogue avec les parties prenantes. Et donc, j'ai bien noté qu'il y avait au Burkina Faso un processus clair et rigoureux pour assurer la qualité des textes juridiques. Et souvent, il y a un dilemme souvent entre la qualité, la stabilité et le besoin de changer les textes. C'est pas toujours facile de trouver le juste équilibre. Et la stabilité juridique est très importante, y compris peut-être aussi pour les avocats, les praticiens. C'est leur outil de base. Donc il y a des pays, moi j'ai pas beaucoup travaillé au Brésil, où vous avez des lois qui mettent 10 ans. Alors c'est très long bien sûr, mais au moins ça assure qu'il y ait eu beaucoup de consultations. Je ne dis pas que 10 ans c'est un délai approprié, mais voilà, je voulais juste faire ce petit aparté en préalable. Alors, le secteur public, essentiellement, fait deux choses. Il gère l'État, ce qui est très important, mais aussi il assure l'interface avec le grand public, avec les citoyens, avec les entreprises, qui ont besoin de services publics importants. Donc, dans tout ce que nous faisons dans le pôle secteur public, mais aussi dans beaucoup de projets, nous essayons de mettre en avant trois aspects dans les appuis que nous apportons au pays. Le premier, c'est d'avoir des services publics qui soient centrés sur les citoyens et accessibles à tous. Le deuxième, c'est la numérisation. Ça, je crois que c'est un des thèmes fondamentaux. Et il y a la transformation numérique, j'en parlerai un petit peu. Et aussi les systèmes internes qu'utilise l'État, qu'ils soient simples, efficaces, transparents, interopérables, intégrés. Il y a de grosses questions liées au système qu'utilise le système de gestion des finances publiques, le système de gestion des passations de marchés publics, le système de gestion de la paye, etc. Un des thèmes très importants dans tout ça et une des solutions émergentes, c'est ce qu'on appelle le portail de gouvernement. Alors je sais pas, je félicite aussi
les autorités pour le EGO, e-Gazette, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. J'en parlerai très brièvement. Je ne sais pas s'il y a un projet de création d'un portail gouvernemental qui inclurait bien sûr aussi la possibilité pour les citoyens de connaître le droit, et les entreprises et les praticiens, les lois, les décrets, les jurisprudences, les arrêtés, les circulaires. Mais de nos jours, ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est la figure du portail gouvernemental, le guichet unique, le point d'entrée où le citoyen peut avoir accès à tous les services, et notamment obtenir les actes officiels, les citoyens et les entreprises. Je vous mets dans les entreprises, monsieur, mais c'est très important aussi, les entreprises et les citoyens. Il y a ce diptyque. Donc ça, c'est quelque chose que nous appuyons beaucoup. Nous avons un gros projet, par exemple, en Albanie, en Tunisie. Je sais que la Tunisie est représentée. Le gouvernement tunisien a mis beaucoup l'accent sur cet aspect-là. Voilà. Alors, la transformation numérique, c'est la toile de fond. Ça concerne tout le monde. À la Banque mondiale, nous avons mis un accent encore plus fort sur l'appui que nous devons apporter au pays pour les accompagner dans la transformation numérique. Donc nous avons une division spéciale maintenant pour la transformation numérique qui s'intéresse à 5 grands sujets. Le premier, c'est le haut débit, l'accès universel, la connectivité, une fois de plus, pour les citoyens, pour le gouvernement, pour les entreprises. Le deuxième, c'est les infrastructures de données numériques, les data. Les données, c'est un patrimoine intellectuel qu'il faut gérer, mais qu'il faut aussi protéger. C'est le troisième point, la cybersécurité, la protection des infrastructures. Et je dirais le pendant de la transparence, c'est aussi le droit à la vie privée, la protection des données privées. Et on voit qu'il y a une tension sur ce sujet. Et les systèmes aussi, la protection des systèmes. Ensuite, toutes les initiatives numériques en faveur du climat. Le numérique peut appuyer le climat. Alors, bien sûr, on dit beaucoup aussi que l'intelligence artificielle consomme beaucoup de mégawattheures, mais le papier, les déplacements physiques, c'est aussi une source d'émissions de carbone. Donc, le numérique, c'est aussi un des instruments pour l'action climatique. Et puis, la dernière chose, c'est par rapport à la thématique de la création des emplois, du développement économique, c'est le secteur des technologies de l'information et de la communication. Comment développer le secteur national des technologies de l'information et de la communication et les emplois du numérique. Alors je voudrais dire 2 mots sur le journaux officiels, une fois de plus en reconnaissant que ce n'est pas mon domaine de compétence. Alors j'étais pendant plusieurs années au Cameroun, jusqu'à il y a peu. Au Cameroun, il n'y a pas de journal officiel numérique, il n'y a pas le EGO. Alors nous avons fait récemment un rapport à la demande du gouvernement qui traitait du thème de l'accès à l'information. Donc ça, c'est une des formes d'appui qu'on peut apporter, c'est de faire des travaux analytiques. Et en l'occurrence, sur ce sujet-là, nous avons beaucoup consulté, nous avons organisé beaucoup d'ateliers, y compris avec des membres du corps législatif, du Parlement et du Sénat. Et nous avons constaté effectivement le fait que l'absence d'un journal officiel numérique était un problème pour le Cameroun, pour les parties prenantes. Alors, il y a des choses, par exemple la présidence de la République du Cameroun publie sur son site internet beaucoup de lois et de décrets. Alors, ils produisent beaucoup de décrets, c'est un système très centralisé. Il y a aussi le groupement des entreprises du Cameroun, qui est la principale organisation représentative du secteur privé, qui publie beaucoup de textes. Mais alors nous, peut-être à la Banque mondiale, ces 2 sources-là, il se trouve que ça remplit beaucoup nos besoins, mais il est clair que ce n'est pas suffisant. Dans beaucoup de secteurs sociaux, agricoles, que sais-je, culturels, ces 2 sites internet, tout aussi valides qu'ils soient, ne peuvent pas se susciter au journal officiel numérique. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de journal officiel au Cameroun. Il y a le Cameroun Tribune, qui est une publication, qui est un journal, et qui inclut beaucoup de pages de parutions officielles. Alors, Cameroun Tribune est publié par la Société de presse et d'édition du Cameroun, qui est une entreprise publique, lapsus, et qui fait office donc de journal officiel. Donc peut-être aussi, y a-t-il une réticence de la part de certaines autorités de changer le système et peut-être de fragiliser Cameroun Tribune, qui retire donc titre de presse, qui retire une grosse partie de ses recettes,
de la publication des textes de loi, des avis d'appel d'offres et des choses comme ça. Donc voilà, donc on a tracé comme piste la nécessité d'étudier la possibilité de créer un journal officiel numérique au Cameroun, mais je reconnais que comme dans beaucoup de domaines, il y a parfois un besoin, mais il n'est pas évident que ce besoin puisse être satisfait à court terme. Vu les contraintes, c'est très difficile de changer. Une fois de plus, félicitations, je regarde le secrétaire général, parce que je sais qu'il y a eu sans doute des résistances, des contraintes, des difficultés, mais bon. Mais il y avait sans doute une forte volonté politique de le faire. Alors en Asie, il y a eu beaucoup, en Asie, sur la transformation numérique, je crois objectivement qu'on peut reconnaître qu'à beaucoup d'égards, ils sont très en avance. Ils ont, par exemple, l'industrie des technologies de l'information et de la communication est beaucoup, dans une large part, elle est beaucoup aux États-Unis, bien sûr, mais elle est aussi beaucoup en Asie. Je voulais citer, par exemple, un pays comme le Laos. Nous avons appuyé le Laos dans la création de Laos Official Gazette, puisqu'il parle anglais, qui est depuis 2013, donc, le journal officiel laotien et qui fonctionne très bien. Il y a aussi le Cambodge. Donc peut-être je voulais juste partager des enseignements. Alors j'imagine que le Djibouti a beaucoup d'enseignements parce que vous êtes déjà doté du propre journal officiel, mais c'est les 4 points essentiels qui ressortent de ces expériences d'appui au Cambodge, qui a un degré de maturité moindre que le Laos. Le premier, c'est donner l'autorité juridique nécessaire au journal officiel, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que ce qui paraît dans le journal officiel numérique a vraiment valeur de droit et de plein droit par rapport à la version imprimée. Ensuite, il y a tout un processus à mettre en place pour assurer la revue et la validation des publications au travers de maquettes et de procédures claires. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur le Burkina Faso, mais là, c'est des outils informatiques, des processus informatiques. Ensuite, il est important, donc, comme dans tout projet novateur, d'assurer la pérennité. Parce qu'il y a un effort initial, il y a des investissements, mais après, il y a un coût. Et notamment, donc de ce point de vue-là, dès le départ, il est important de s'assurer que la conception ne soit pas trop complexe, de privilégier la simplicité, et aussi de mettre en place une équipe dédiée et bien formée qui gère donc la réception, la vérification et la publication. Enfin, il y a la question à laquelle je faisais allusion, qui est celle de l'authenticité. Donc il y a toute la question des signatures numériques. À la Banque mondiale, par exemple, pour tous nos accords de financement, je ne sais pas si le secrétaire général l'a vécu, nous avons le e-signature, VeriSign, enfin, comme dans beaucoup de pays de nos jours, on signe les contrats de façon virtuelle, de façon numérique. Donc ça, c'est un point important. Et aussi, il y a la question des outils de recherche. Une chose est de publier en ligne les données, mais une autre chose, c'est de faciliter l'exploitation de l'information qui est publiée en ligne, notamment par les outils de recherche numérique. Et c'est là que l'intelligence artificielle, parce que hier vous en avez parlé, c'est pour ça que je vous regarde, l'intelligence artificielle, c'est un outil qu'il faut manier avec précaution, parce qu'elle se trompe souvent. Parfois, elle cherche à inventer des solutions quand elle ne les trouve pas facilement, mais c'est un outil très puissant. Donc je sais que ça fait partie de vos débats. Voilà. Donc je voulais juste une dernière chose, je sais pas, je suis sans doute un petit peu trop long, mais au Cameroun, je disais qu'on a fait une étude sur l'accès à l'information et on a conclu qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et on a conclu notamment, on a identifié un certain nombre d'obstacles à l'accès à l'information de façon très générale. Quand je dis l'accès à l'information, la première, c'est l'absence d'un cadre juridique qui affirme la notion d'accès à l'information. Et souvent, le cadre juridique, il tend à infirmer avec de bonnes intentions pour la protection du citoyen, éviter la diffusion des infox, des choses comme ça. Mais il est important, et à la Banque mondiale, depuis 15 ans, nous avons un cadre d'accès à l'information. On nous l'a demandé. C'est pas forcément nous qui, naturellement, spontanément l'avons fait, mais c'était pour répondre à une demande, pour assurer l'accès à l'information des gens qui veulent avoir accès aux données que nous collectons, aux données que nous produisons et sur nos activités. Ensuite, il faut une infrastructure numérique appropriée, et ce n'est pas le cas au Cameroun. Et il y a le coût aussi. Quand je parle d'infrastructure numérique, c'est vraiment l'Internet, c'est l'accès à l'Internet. Donc là, c'est vraiment le basique de la transformation numérique.
Ensuite, des contraintes de capacité, notamment en matière de lettrisme ou des barrières linguistiques. Au Cameroun, ils ont toute une population, 20% de la population anglophone. Souvent, moi je suis francophone, mais dans un pays bilingue, il est très important d'assurer l'accès dans toutes les langues à la population. Une certaine défiance envers l'information. Ça rejoint un peu le commentaire que je faisais sur les Infox. À l'ère des médias sociaux, surtout, c'est un peu une question de génération. On a tendance à avoir une certaine défiance envers l'information qui est publiée par les autorités publiques. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et aussi une certaine culture du secret. Ça, c'est plus du côté de l'administration. Voilà. Mais il y a eu des progrès notables au Cameroun, des pistes de progrès, notamment des efforts pour la transparence budgétaire, notamment avec des initiatives de budget citoyen. Je sais que je suis en Égypte actuellement, je sais que le gouvernement égyptien met beaucoup l'accent sur ce budget citoyen, c'est y compris en parler dans un langage clair, non technocratique, de ces choses qui touchent les citoyens. Les publications d'informations sur les investissements publics et un sujet très récent et très important, je faisais allusion, c'est la passation des marchés publics, la dématérialisation des marchés publics et pas simplement la dématérialisation, mais aussi la production d'informations sur les appels d'offres et sur la mise en œuvre des marchés publics. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui suivent ça et qui peuvent aussi jouer le rôle de lanceur d'alerte quand les choses ne vont pas bien. Voilà. Donc, j'ai évoqué plusieurs sujets sur lesquels nous appuyons les gouvernements, mais bon, modestement, je sais qu'il y a d'autres partenaires qui le font et je serai très heureux de répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, aussi bien cette référence au Cameroun, qui est aussi un pays du continent avec la Banque mondiale. Donc, et je suis sûr qu'il y aura des questions par rapport à ces pratiques aussi, à ces bonnes pratiques, j'allais dire. Maintenant, je passerai la parole à M. Wimbe Ignace de Burkina Faso, Batirno, chef du département du journal officiel de publication à Burkina. Merci beaucoup. Ok, merci bien, ambassadeur, pour la parole. Donc, mon intervention va porter sur notre expérience en matière donc, de publication et de diffusion de textes. Mon collègue est déjà revenu sur le processus, qui est très important, comme vient de le rappeler mon voisin d'à côté. Voilà, parce que pour qu'il y ait des textes bien appliqué aux populations, il faut que le processus soit très bien maîtrisé pour pouvoir mieux s'appliquer. Parce que lorsqu'on prend des textes qui ne sont pas inclusifs, il va de soi que dans leur application, on va bien sûr rencontrer des difficultés ou alors même des refus d'appliquer ces textes. Donc voilà pourquoi nous avons tenu à revenir sur le processus. Ok, donc pour ce qui est de l'expérience, je ne sais pas si ça marche comme ça. C'est lequel? Comme ça? Ok. Merci bien. Mon collègue est revenu sur le plan d'action donc pour la stabilisation et le développement. Image. Ok, donc officiellement, je remercie le gouvernement djiboutien et monsieur le secrétaire général pour cette belle opportunité. Et au nom en tout cas du secrétaire général du gouvernement, nous tenons à vous dire merci, bravo donc pour cette belle expérience. Le secrétaire général empêché, en tout cas, vous traduit toute son admiration. Ok. Donc, pour ce qui est de notre pays, voilà, nous avons parlé donc du processus. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Quelques difficultés. Je crois qu'on va rattraper ça.
L'affichage. Personne. Ok. Hein? Ok, voilà, je crois que c'est bon. Il faut dire que le gouvernement actuel, à travers le plan d'action pour la stabilisation et le développement, a adopté en janvier 2023. Ça veut dire que ce plan donc poursuit un objectif qui est la modernisation administrative visant à améliorer l'efficacité et la qualité donc des prestations. Donc c'est le pilier 3 qui est la refondation donc de l'État et l'amélioration de la gouvernance. Il faut dire qu'il y avait plein d'actions qui étaient là, mais avec le régime actuel et le président avec sa formule célèbre, tout est urgent. Donc si bien que l'urgence faisant, il y a beaucoup d'actions qui étaient restées en berne, qui aujourd'hui sont en train de trouver des solutions. Ok, donc en matière de refondation de l'État, il faut noter que cette refondation vise à la généralisation donc, du numérique dans tous les secteurs, la dématérialisation progressive donc, des procédures administratives. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul ministère ou alors une institution où il n'y a pas une procédure soit dématérialisée ou encore en cours de dématérialisation. C'est le cas donc du journal officiel, à travers la maîtrise du circuit de production et de diffusion donc de l'information officielle. C'est ce que je disais, nous travaillons aujourd'hui à maîtriser notre circuit donc de production. Et c'est dans ce contexte que le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres du Burkina Faso a déroulé donc la réforme du journal officiel avec pour résultat attendu l'amélioration donc du cadre juridique du journal officiel et une plus grande accessibilité du journal par les citoyens, parce que c'était l'un des défis à relever. On peut poursuivre. Ok, donc en termes d'innovation, en matière de publication et de diffusion, il faut retenir que pour faciliter la diffusion et la publication des textes législatifs et réglementaires, le Burkina Faso, à travers son SGG, a lancé simultanément, le 15 novembre 2024, 2 plateformes innovantes que sont JOBF et Légi Burkina, dont les liens sont affichés. Il faut retenir que c'était des projets, par exemple pour JOBF, qui existaient depuis 2019. Nous avons fait plusieurs ateliers, voilà, plusieurs validations, intégré tous les acteurs, mais ça traînait toujours. Donc, le 15 novembre 2024, l'ancien Premier ministre voilà, donc, a bien voulu procéder au lancement de ces 2 plateformes. La première permet les insertions en ligne au journal officiel, les achats et les consultations des journaux officiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire votre insertion au journal officiel, il suffit d'aller sur la plateforme, vous uploadez le PDF de votre document inséré, vous procédez au paiement et vous recevrez donc peut-être 1 ou 2 semaines après votre publication, la publication qui contient donc votre document. C'est pour dire qu'au Burkina actuellement, toutes les associations ont l'obligation d'insérer les récépissés de reconnaissance au journal officiel. Donc si bien que c'est devenu plus facile pour eux de le faire aujourd'hui à travers notre plateforme. Il y a également l'accès au journal officiel qui n'est pas gratuit comme dans certains pays. Chez nous, on l'achète. Donc on peut acheter directement le journal à travers les mobile money sur notre plateforme également, comme ce que Djibouti nous a proposé hier. Nous avons également la consultation des sommaires du journal officiel. Donc sur cette plateforme, lorsqu'on ne peut pas acheter, on ne veut pas acheter, on a au moins droit aux différents sommaires. On peut savoir tel numéro de journal comporte tel décret, telle loi. Donc si bien que si on est intéressé, on peut donc l'acheter. Et ce n'est pas tout. Donc pour faciliter donc l'accès à la législation, nous avons Légi Burkina, dont le lien aussi est là, qui permet les recherches globales sur la législation burkinabé, les lois, les décrets et les référents du journal officiel. Donc contrairement à JOBF où on accède en achetant le journal officiel, nous avons tous les décrets qui ont été publiés, bien sûr, dans les mêmes journaux, qui sont accessibles librement. Vous voulez une loi, vous donnez les référents de la loi, vous donnez le contenu de la loi, vous tapez sur Légi Burkina, vous avez accès. Et aujourd'hui, ce travail a été fait vraiment concomitamment avec les acteurs métiers. Nous avons mis en avant les archivistes, les documentalistes, pour pouvoir donc produire cette plateforme, si bien que ce sont aujourd'hui les acteurs métiers qui font l'insertion, qui font le téléchargement, le chargement en arrière-plan sur cette plateforme. Et aujourd'hui,
Je crois que c'est 2008 à nos jours qui sont accessibles et le processus est donc continuel. Nous avons l'ambition de prendre de 1954 à nos jours parce que sur notre base de données, nous avons pu numériser les journaux officiels de 1954 à nos jours. Donc l'objectif, c'est de mettre toutes ces données-là sur l'EJ Burkina et sur JOBF. Ok, donc toujours en termes d'innovation, il faut noter que le fait donc d'avoir pris la réforme du journal officiel, nous avons aujourd'hui la réduction des distances en matière d'insertion au journal officiel, d'achat et de consultation. Les citoyens ou les associations étaient obligés de quitter les provinces, les régions, pour venir jusqu'à la capitale pour pouvoir soumettre les documents à insertion au journal officiel, chose qui n'est plus le cas. Si vous vous asseyez en province aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez soumettre votre récépissé à publication et recevoir le journal après publication sans faire les déplacements. Vous voyez que les coûts sont réduits en termes de déplacement, en coûts de dépenses également. Nous avons également, à travers cette réforme-là, l'acquisition de nouveaux équipements d'imprimerie. Nous avons aujourd'hui une presse numérique, nous avons une assembleuse d'une très grande capacité que nous avons grâce à la réforme. Également, sous la réforme, nous avons initié une nouvelle identité visuelle du journal officiel à travers une charte graphique, notamment les polices, les tailles du nouveau journal officiel, ça a changé. Vous voyez l'ancien logo, voilà, qui était en noir-blanc, et nous avons donc le nouveau logo aujourd'hui qui se présente en couleur. Et également sur le journal officiel, nous avons l'armoirie qui se présente en couleur pour rendre le journal plus ou moins agréable à regarder. Toujours en termes d'innovation, les textes législatifs et réglementaires sont en accès libre, comme je le disais, sur la plateforme. Également, à travers les liens, les contacts, emails que nous avons mis, les numéros de téléphone, aujourd'hui, nous arrivons à interagir avec donc, nos usagers. Les plaintes sont souvent formulées et c'est interactif. Aujourd'hui, si un usager écrit sur la plateforme, nous avons toute une équipe en arrière qui répond automatiquement pour prendre en compte les différentes observations. C'est aussi une des innovations. Nous avons bien sûr la disponibilité permanente du JO, chose qui n'était pas facile en son temps, parce qu'il fallait attendre la version papier. Et aujourd'hui, nous l'avons en ligne, et ça réduit également les difficultés en termes de production papier. Vous voyez souvent les pannes de machines, les pannes à l'imprimerie, ça entraînait donc des retards de parution sur donc, nos journaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose de déjà résolu. Ok, donc voici les liens. J'avais proposé que ceux de la présentation puissent cliquer sur les liens pour qu'on puisse voir juste l'interface. Je ne sais pas si la régie peut faire ça pour moi. La régie suit. Pouvez-vous cliquer sur un des liens, notamment JOBF, si vous avez la connexion, bien sûr, à votre niveau. Si ce n'est pas possible, bon, on va passer et puis bon. Les gens pourront aller consulter directement si ce n'est pas possible. Je crois que vous pouvez avancer. Ok, donc nous allons passer. Toujours est-il que les liens sont disponibles. Voilà, vous pouvez facilement voir comment c'est interactif et puis bon, c'est intuitif. Apparemment, ils ont pris le contrôle là-bas. Ok. C'est bon, je peux poursuivre. Ok, je crois que le slide qui allait suivre, c'était sur voilà, les défis et perspectives. Il ne faut pas se vanter de ce que nous avons, de ce que nous avons amélioré, sans tenir compte aussi des défis à relever. Voilà, nous sommes un pays où les ressources sont vraiment limitées. C'est la volonté politique qui est là aujourd'hui. Donc nous travaillons souvent dans des conditions difficiles, même si les résultats sont appréciables. Donc en termes de défis, nous avons la méconnaissance du journal officiel et de son rôle. Vous voyez aujourd'hui, pour beaucoup de citoyens, notamment dans nos régions, dans nos provinces, si vous dites journal officiel, ce n'est pas évident qu'ils savent ce que c'est. Qu'est-ce que le journal produit? Ils ne savent pas. Et même l'obligation d'insérer les récépissés au journal officiel, c'est lorsqu'ils créent l'association qu'ils se rendent compte
ils sont obligés de le faire. L'insuffisance des infrastructures technologiques, c'est récemment que bon, vraiment les choses bougent avec les backbones nationales, ainsi de suite. Beaucoup de choses évoluent. La fragmentation des systèmes d'information, c'est ce que mon voisin disait tantôt. Nous n'avons pas jusqu'à présent une seule plateforme où on peut accéder directement voilà, à l'information officielle. C'est en cours, mais nous n'avons pas donc cette plateforme aujourd'hui. Mais il y a peut-être de l'amélioration. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes des ministères et institutions, nous avons des liens qui ramènent aux différentes institutions. Mais ça aurait l'air intéressant si nous avons une plateforme unique. Toujours en termes de défis, nous avons bien sûr la faiblesse du financement que je disais, le manque de formation des ressources humaines, beaucoup ont besoin d'être formés. Il y a aussi la question de la résistance au changement organisationnel. Vous voyez souvent les innovations qu'on fait, tout le monde n'est pas prenant, tout le monde n'est pas ouvert pour aller directement vers ces réformes. Simplement, je prends le cas du chargement des données en arrière-plan. Ce n'est pas évident que les gens maîtrisent ça, ou alors même accepter que désormais, nous n'avons pas la version papier du journal. Si vous voulez, il faut aller en ligne. Beaucoup ont du mal à suivre cette évolution-là. Ok, le manque de formation, comme je disais, la résistance. Ok, donc en termes de conclusion, voilà, je voulais dire que l'expérience pays que nous avons eu des uns et des autres, vraiment est formidable. Et c'est ensemble que nous allons nous améliorer. Nous allons profiter des expériences des autres pour fédérer nos actions et permettre à ce que la règle de droit puisse vraiment être mieux diffusée. Il ne sert à rien d'avoir de jolis textes, d'avoir de beaux textes bien élaborés qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas du tout profitables aux populations sur lesquelles elles sont appliquées. Nous disons, nul n'est censé ignorer la loi, mais qu'est-ce qui est fait pour que la loi aussi ne soit pas ignorée? Il ne suffit pas de la produire, de la garder et puis bon, de ne pas la diffuser. Encore merci au gouvernement djiboutien pour cette opportunité. Je vous remercie. Merci beaucoup aux représentants du pays intègre. Burkina Faso est un pays que nous apprécions beaucoup comme des hommes intègres, voilà. Et vous êtes chez les braves, hein, n'est-ce pas? Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour d'horizon. Comme vous l'avez si bien dit, ce qui est important, c'est la volonté politique, c'est la volonté d'avancer, c'est la volonté de vulgariser, de perpétuer et de faciliter en quelque sorte le quotidien pour le peuple, pour la population. Et donc pour ce faire, il y a lieu de faire que tout le monde puisse avoir accès. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès au numérique. Vous voyez, avec tous les problèmes technologiques auxquels n'est-ce pas, d'énergie ou autre auquel on est confronté, c'est pas évident. Et le plus important, c'est l'éducation, c'est former, c'est en quelque sorte faire passer le message et penser à la nouvelle génération, tout en gardant, n'est-ce pas, nos traditions, comme on le disait, aussi bien orales que le papier aussi. Surtout, ne pensez pas à enterrer le papier. Parce que le papier, rien que pour lire, il faut toucher. Et quand on touche, c'est autre chose. Hein. Voilà. Ceci dit, donc, je pense qu'on a donné la parole à nos amis et je demanderai donc, à monsieur le secrétaire général du gouvernement qui a levé la main en premier. Je lui passerai la parole. Ladies first. Bonjour, Bouchra Boumaïs, conseillère juridique du secrétariat général du gouvernement du Maroc. D'abord, je profite pour féliciter les panélistes pour la qualité de leur intervention. L'avocat a parlé de producteur de la règle du droit.
de l'utilisateur et du consommateur. Et c'est vrai, ces trois-là, il faut qu'il y ait une synergie entre ces trois. Et la règle du droit doit être claire, intelligible, accessible et surtout acceptable par le consommateur et l'utilisateur. Moi, je voudrais juste partager avec vous, puisqu'on est dans le thème de transparence et accessibilité, notre modeste expérience au Maroc. Alors nous, ce qu'on fait, hier on avait parlé quand on rédige un projet de loi, on le met sur notre site pour consultation du public. Et plus que ça, nous, on a opté pour soumettre certains projets de loi, ou des décrets aussi, à l'étude d'impact. Alors l'étude d'impact, pour nous, parce que c'est vrai, faire de beaux textes, comme vous avez dit, monsieur Burkina Faso, si ce texte n'est pas acceptable et n'est pas applicable, donc sa beauté tombe à l'eau. Nous, on a opté pour l'étude d'impact. L'étude d'impact, comme vous savez, étude d'impact budgétaire, économique, sociétal et surtout sociétal. Donc, quand on fait l'étude d'impact, on a un avant-goût de ce texte, est-ce qu'il sera vraiment accepté, est-ce qu'il va être appliqué, c'est quoi son impact. D'abord ça. Nos collègues de Burkina Faso, ils ont parlé des guides légistiques pour rendre la règle du droit acceptable et accessible et transparente. Nous, on avait opté, le secrétariat général du gouvernement a établi en 2016 des guides de légistique. Il y a aussi des guides de convergence. On a fait 5 guides, j'ai pas le... 6 guides, voilà. Mais ces guides de légistique, ils sont destinés aux administrations, aux illustrateurs de textes. Donc c'est la façon de rédiger, comme vous savez, et tout. Mais ces guides n'ont pas de caractère contraignant pour ces administrations. Donc même avec ce guide, peut-être ils ne vont pas l'appliquer. Alors on est allé plus loin, bien sûr, avec ce qui nous a permis ça, c'est ce qui a permis de rendre le guide de rédaction obligatoire et elle a un caractère contraignant, c'est la loi organique du travail gouvernemental qui a prévu dans son article 20 que le secrétariat général du gouvernement établit un guide de rédaction pour les départements. Et justement, le guide, il y a un projet de décret qui va passer je crois, c'est donc peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, au Conseil du gouvernement. Donc d'abord, c'est à ça, parce qu'on parlait de la règle du droit qui doit être accessible et claire. Donc les rédacteurs, ils doivent suivre une certaine procédure et il faut un accord sur ces procédures. On a opté comme le Burkina Faso, ils ont dit qu'ils forment certains départements. Nous, on avait commencé ça, je crois, en 2016 aussi. Le secrétariat général du gouvernement forme aussi les juristes des autres départements. Voilà, donc, et en parlant du guide légistique aussi, il n'y a pas que... C'est pas seulement les projets de loi qui ont un guide de légistique. Même nos parlementaires, ils ont un guide de légistique pour la rédaction de leurs propositions de loi. Voilà, je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, je crois qu'il y a la ministre qui nous a rejoint. On va l'accueillir avec une participation. Parce que vraiment, cette exposition est magnifique. Je vous invite encore et encore à aller visiter l'exposition qui est vraiment extraordinaire et qui retrace l'histoire de Djibouti. Pour revenir à l'objet du panel, je crois qu'il y a des points qui devaient être abordés, c'était la coopération sud-sud. Il faut, chacun des pays qui sont ici présents, chacun des pays africains a des difficultés. Il a des difficultés et je crois qu'il faut savoir les énoncer. Parce qu'à partir du moment où on connaît ces problèmes, alors là, on a déjà posé les solutions au problème. Et aujourd'hui, ce que nous voulions, à travers ce premier forum, c'est pouvoir s'asseoir ensemble, discuter ensemble, partager
échanger et apprendre les uns des autres. C'est tout l'esprit qui nous a animés. Nous, on invite aussi à la Banque mondiale, qui est aujourd'hui présente avec nous, à rentrer dans cet esprit-là, à nous accompagner. Moi, je pense que ce type de forum, normalement, c'était des institutions telles que d'abord l'Union africaine, telles que la Banque mondiale, la Banque africaine surtout, qui auraient dû initier ce type de forum. Malheureusement, ils n'ont pas su le faire. Nous l'avons fait à leur place et nous les invitons à nous accompagner. Pourquoi? La coopération sud-sud est très importante. Souvent, on voit débarquer des experts qui nous expliquent comment la Terre tourne. Merci, on le sait déjà. Ce qu'on veut, ce que l'on veut, c'est que nous puissions discuter avec nos pairs et que vous puissiez nous accompagner dans cette démarche. Moi, je voulais aussi souligner avec notre ami du Burkina Faso, ce n'est pas un problème de ressources. Vous l'avez souligné si bien, c'est un problème de volonté. Il nous faut mettre en place la transition numérique, mais pour arriver à cette transition numérique, il faut aussi ranger notre maison. Il faut vraiment que nous puissions faire ce travail d'archivage que nous ne faisions pas. Nous, on a regardé, moi je me rappelle, quand j'ai été nommé, on m'a parlé d'un projet pilote, 0 papier. Et j'ai dit à mes institutions, mais de quoi vous rêvez là? Votre maison n'est pas rangée et vous nous expliquez qu'on va marcher sur la Lune? Non, il faut revenir sur Terre et il faut partir d'abord de nos problématiques pour apporter nos solutions. Donc voilà le point que je voulais rajouter par rapport à ce panel. Pour l'intelligence artificielle, je crois qu'ils arrivent après. Je pense qu'à un moment donné, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Et je vous invite vraiment à consulter nos sites. Nous, on a consulté chacun de vos sites avant d'abord d'organiser ce forum. On a regardé, nous avons tous nos problèmes et nous pouvons aujourd'hui mettre en place les outils pour pouvoir les régler avec des coûts qui, je suis certain, restent limités. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Je pense que vous avez dit vraiment l'essentiel de ce qu'il y a de faire, c'est que chez nous on dit on a faim. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on a parlé, discuté qui est important, c'est ce qu'on a décidé. Ce sont des recommandations qui doivent émaner de ce genre de discussion. C'est un mécanisme de suivi qu'il y a lieu de mettre en place pour que ça ne soit pas tout simplement une rencontre ponctuelle, mais que ça puisse avoir une continuité basée sur la volonté politique. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame du Sénégal. Merci beaucoup. Excellence. Le micro, je crois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Excellence. Merci encore. Je réitère mes remerciements à Monsieur le ministre général du gouvernement qui a permis... Merci. Ça va. D'accord. Donc, merci, Excellence. Merci, Excellence, vraiment, pour la modération de ces panels de plusieurs. On sent un professionnalisme, on sent également l'expérience qui a parlé. Je pense qu'Amadou Ampateba, c'est lui qui disait en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous souhaitons garder cette bibliothèque pendant longtemps avec nous. Merci encore, Excellence. Je voudrais également remercier Monsieur le secrétaire général du gouvernement. C'est la première fois qu'on parle du journal officiel. Moi, j'ai toujours dit, nous avons des secteurs stratégiques. Il arrive plusieurs fois que les délégations ministérielles aillent en conférence à l'étranger. Les négociations sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'on leur envoie le fichier du JO pour que le partenaire voit que ce texte est effectivement publié. Maintenant, tant que nous ne donnerons pas à ces structures l'importance qu'il faut, on n'avancera pas. Je voudrais insister un tout petit peu sur le cadre institutionnel qui existe depuis longtemps au Sénégal, mais qui a été renforcé avec l'arrivée des nouvelles autorités. Comme je l'ai dit tantôt, nous avions eu depuis 2009 à initier le site du journal officiel. Malheureusement, il n'y avait pas eu de suivi. Et moi, je me dis également, c'est parce qu'en amont, il fallait faire beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Maintenant, avec la nouvelle approche, c'est vrai que nous n'en sommes pas encore au déploiement des plateformes. Mais il y a déjà un cadre institutionnel vraiment qui a été fait pour que l'écosystème favorable à de telles initiatives puisse être créé d'abord. C'est l'environnement. La permanence du journal officiel au Sénégal est une obligation légale.
En 2021, il y a eu une évolution, une modification du régime d'entrée en vigueur des textes qui oblige l'imprimerie nationale et l'État à faire en sorte que le citoyen puisse accéder en permanence au JO. Ça ne peut se faire que par la digitalisation. Ça veut dire que les jalons ont été déposés, c'est une obligation légale. Il y a aussi le fait que la version électronique du journal a une valeur juridique, c'est reconnu au Sénégal. C'est la même valeur maintenant que la version papier. Encore faudrait-il qu'elle soit faite dans des conditions à circulation sur le plan juridique. Je vois monsieur l'avocat qui semble dire que ce n'est pas le cas. Ça allait effectivement. Parce que nous avons travaillé sur ce dossier avec l'ancien secrétaire général adjoint du gouvernement en charge des questions juridiques, Abassal Touré, qui a même eu à faire un guide des législatives et qui a beaucoup insisté sur ça. Parmi les innovations majeures du nouveau système d'entrée en vigueur des textes. Peut-être que c'est l'application qui reste à se faire, mais le cadre est déjà tracé. Maintenant, au-delà de ça, moi je pense qu'il y a aussi, pour qu'on puisse parler de digitalisation, que ce soit pérennisé, que sur le plan infrastructurel également, qu'on y travaille. Le Sénégal a mis en place ce qu'on appelle le New Deal technologique, qui est vraiment le référentiel actuellement en matière de numérique. Et dans ce référentiel-là, ce qui est fait, c'est que sur le plan de la protection des infrastructures, il y a une structure qui est créée à cet effet, mais également il y a tout un processus de digitalisation et d'accompagnement des différents ministères. Ça veut dire que la digitalisation administrative avait déjà commencé depuis longtemps, mais depuis l'avènement du nouveau gouvernement, ça se renforce. C'est vrai que nous n'avons pas encore déployé les plateformes du JO et les plateformes concernant la production des textes, mais on y est. Il y a au niveau de la pour montrer à quel point on leur accorde une importance, une task force que moi-même je coordonne avec mon ami directeur des archives. Je réunis tous les vendredis pour voir un tout petit peu l'évolution de la développement de ces différentes plateformes. L'objectif public étant de parvenir à un portail gouvernemental qui va raccourcir le parcours du citoyen et qui va rendre accessible non seulement le droit, mais tout ce dont le citoyen a besoin. C'était pour vous dire que nous n'en sommes pas encore à un déploiement, mais je pense qu'il y a un travail scientifique qui a été adopté en amont et qui permettra au moins cette fois-ci de commencer et de pérenniser. On avait commencé, ça n'a pas marché parce que les préalables n'étaient pas été vraiment bien définis, bien identifiés, mais actuellement ce ne sera pas le cas. Et avec tout ce qu'on a eu comme expérience depuis qu'on est là, ça nous permettra non seulement d'accélérer la cadence par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais tirer les enseignements de ce que vous avez pu faire et comment vous avez pu le faire. Merci encore, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ce partage. De ce côté-ci. D'abord, merci pour l'exposé à chacun de vous, les panélistes. Et surtout, merci à Souad qui a quand même parlé avec son cœur. Et là, c'était vraiment touchant par rapport à son expérience dans ces vingtaines d'années à évoluer derrière. C'est en général les gens qu'on ne voit pas. Lorsqu'ils font les témoignages avec le cœur, c'est quand même touchant. Sinon, je reviens par rapport à la thématique et avant tout, je dois remercier mon ami, le secrétaire général du gouvernement. C'est pas un peu trop, ça? En fait, par rapport au JO, à l'application, je suis consommatrice, comme disait mon ami Abayazid. Je suis utilisatrice, hein. Je ne suis pas consommatrice, parce que j'exerce dans un métier qui exige... Ça a bardé. La lumière, elle a disparu. Je crois que c'est mieux celui-là. Je ne suis pas avec les micros. Et en fait, j'exerce dans un métier qui exige qu'à chaque fois, on doit se référer aux textes, ce que disent les textes, ce que dit le droit, pour ne pas en fait dépasser, parce que faire des rapports, c'est d'abord se référer par rapport à ce qu'on a devant.
La littérature sur les textes, c'est quand même une chance de... Parce que je comprends, je comprends l'application et la nouvelle. Et justement, la nouvelle, elle est plus accessible. C'est avec le temps, la technologie a quand même pu, je crois, corriger certains écueils. Et quelque part, le JO, c'est l'évolution de la gouvernance. C'est l'évolution de notre administration, de son histoire qu'on doit préserver, protéger pour mieux transmettre. Parce que quelque part, c'est l'État qui agit à travers ce port. Je peux vous tenir le dos? Ça vous dérange pas? Non. C'est un peu trop abusé quand même. C'est bon? Est-ce que ça coupe? Ah, d'accord. Et quelque part, l'histoire de notre administration coloniale, à travers le JO, nous voyons cette Même vous n'arrivez pas. Celui-là. Je commence à perdre mon fil avec l'histoire du micro. C'est pas facile. Et quelque part, à travers cette évolution, c'est une manière, l'État djiboutien dont je félicite à travers le secrétariat général, cette application pour nous utilisateurs, pour nous praticiens dans cette gouvernance publique, c'est quand même un atout, c'est quand même une richesse. Et je me dis très souvent, quelque part, les générations actuelles, certes, mais mes futures ont quand même cette chance, la chance que nous n'avons pas eue. Mon conseil aujourd'hui, c'est de préserver cet atout. C'est vrai que Djibouti, ce tout petit pays, a quand même une expertise nationale sur qui elle peut compter. Une expertise qui est derrière le rideau. Et je sais que justement, cette démarche d'archiver, de rendre cette application c'est sur fond propre, ce n'est pas sur fond avec les partenaires externes. Et ça, je dois saluer. Parce que compter sur ses propres... Parce que moi, en tant que finance, je suis partisane de la rigueur, je suis partisane de la discipline budgétaire, et compter sur ses propres moyens, c'est quand même une force. Bravo. Oui, oui. Allez-y. Un instant. Merci. Oui, mon intervention porterait davantage sur un constat et peut-être aussi quelques propositions. Le constat, il est patent. Nous avons, tout au long de ces 2 journées, fait un constat, c'est l'extrême richesse, l'extrême diversité des expériences de tous les pays qui sont venus ici, aussi bien dans la fabrique de la loi que dans les modalités de publication et de diffusion des normes, principalement à travers le journal officiel. L'autre constat, c'est qu'à travers cette diversité, cette richesse, il me semble qu'il serait opportun de transformer cet essai, Monsieur le Secrétaire général. Et transformer cet essai en mutualisant les expériences des différents pays qui sont venus participer à ce premier forum. Puisque ce n'est que le premier qui sera bien évidemment suivi par d'autres, j'espère bien. Alors je me permets de faire quelques propositions. La première proposition, ce serait peut-être, dans cette mutualisation des expériences, c'est peut-être de mettre en réseau les différents services, les différents organes qui sont dédiés aussi bien à la fabrique de la loi qu'à la diffusion du journal officiel.
La deuxième proposition que je fais, c'est peut-être aussi de mettre en réseau un système, un dispositif de renforcement des capacités, un renforcement surtout par les pairs. Et ce renforcement par les pairs devrait contribuer à améliorer la gouvernance législative, la gouvernance normative dans chacun de nos pays. Merci beaucoup. Ah, c'est mon micro qui parle. Ça va, c'est bon. OK. Le Maroc. Bonjour. D'abord, je vous remercie tous pour vos interventions qui sont très ciblées et très riches. Je veux juste faire un petit rajout. C'est que, certes, nous avons beaucoup parlé de la publication officielle à l'ère du numérique, de l'implantation généralisée des nouvelles technologies pour assurer un accès effectif et égal des textes législatifs et réglementaires publiés dans le bulletin officiel, bien sûr dans des formats qui sont exploitables, éditables et inclusifs. Mais ce que je veux dire, c'est que cela, malgré son importance, ne peut pas constituer une finalité en lui-même. Pourquoi? Parce que cela doit aider les institutions en charge de diffusion d'être capables d'améliorer leurs services, de développer leurs produits, de faire preuve de réactivité et d'innovation en matière de suivi de l'évolution des besoins des citoyens en matière d'accessibilité à l'information juridique de manière générale. Ce que je veux dire, c'est que ces institutions-là doivent être capables d'assurer un passage de simple imprimerie de l'État pour devenir des institutions nationales ouvertes, des institutions de référence en matière de diffusion et de facilitation d'accès aux droits. Là, on parle de tout ce qui est, de tout moyen de communication, de la vulgarisation sur la matière juridique. On peut aller même jusqu'à parler de la pédagogie, de la publicité de la loi. C'est-à-dire que ces institutions-là, elles doivent appuyer leur rôle d'éditeur public de l'État. Elles doivent enrichir leur documentation juridique sur la matière juridique, en droit. Elles doivent même aller sur la diffusion de la formation et des études axées sur la matière juridique. Et, en résumé, elles doivent être capables d'accompagner la production éditoriale de l'État pour mieux servir la diffusion de la pensée et de l'action publique auprès des citoyens. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet apport de plus par rapport à tout ce qui a été dit. Je pense que nos panélistes ont tellement été pédagogues que tout le monde a tout compris et qu'il n'y a pas de questions. Et on devrait... Et je pense que tout ce qui a été dit comme recommandation, je crois que sont à prendre en compte. Et ma foi, je voudrais que vous les applaudissiez encore une fois très fort. Merci beaucoup. Et nous allons, comme à l'accoutumée, prendre une photo de panel, de famille avec Madame la ministre, Monsieur le secrétaire général et ceux qui, bien sûr, veulent bien être des nôtres.